Heureuse de vous retrouver encore une fois de plus et merci de nous renouveler votre confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Nous ferons le point ce soir avec M. Papi Tamba qui est le communicateur de la majorité. M. Papi Tamba, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de répondre encore à notre invitation une seconde fois. En tout cas, bonne année et que 2015 soit pour vous et pour l'émission une année de plein succès. Merci, merci beaucoup. Alors on va rapidement parler des léopards qui quand même ont ramené de la joie dans le cœur de Congolais et qui ont raflé la 3e place au CAN cette année. Alors, d'après vous, puisque vous êtes aussi dans le domaine du football, qu'est-ce qui a manqué aux Léopards pour qu'ils puissent rafler la 1e place? Moi, je crois que ce qui a manqué à nos 11 nationaux, c'est tout simplement cette cohésion que l'entraîneur Florent Ibenge est en train de construire. Donc, ceci m'oblige tout simplement à limiter un peu mes critiques. Je pense que nous avons dépassé même nos prétentions. L'entraîneur Florent Ibenge, qui vient de constituer une nouvelle équipe, a été clair dans ses propos que son objectif n'était même pas d'arriver en demi-finale. Une équipe comme la Côte d'Ivoire que nous avons rencontrée, c'est pratiquement la même équipe qui a joué la Coupe du Monde, c'est pratiquement la même équipe qui a déjà livré plusieurs rencontres de haut niveau. Il y a déjà cette cohérence qui, chez nous, commence à se construire. Mais vous savez, les Léopards m'ont fait énormément plaisir parce que les Léopards ont contredit tous les politiciens, tous. Parce que du coup, c'était devenu une affaire politique, on va dire. Non, ils nous ont contredit. Je parle de l'opposition comme de la majorité. Ils ont montré que lorsque les peuples se retrouvent derrière une affaire, les peuples sait faire sa propre cohésion et les peuples peuvent se mobiliser sans appel. Okay. Ces jours-là, j'ai vu le peuple congolais à la rue comme je ne l'ai jamais vu depuis ma naissance, mais je n'ai pas déploré même une seule maman qui pourrait dire qu'on a pris ne serait-ce que mon beignet. Pas de pillage, pas de casse. C'était une manifestation et la joie. Moi, je crois que ceci devrait nous interpeller, nous qui sommes des politiciens. Mais cette manifestation d'allégresse, pourquoi la classe politique n'offre pas, a du mal à offrir? C'est ce que je suis en train de dire, que ça doit nous interpeller. Mais oui, mais justement, qu'est-ce qui bloque pour que cette allégresse soit un quotidien? Moi, je crois que nous devons rétablir la confiance. Nous devons rétablir la confiance. La confiance doit se passer par ne pas creuser trop d'écart entre les discours et les actes. Okay. Nous devons, nous qui sommes politiciens, du pouvoir comme de l'opposition, être un peu honnêtes dans notre démarche. Le peuple congolais aujourd'hui a besoin de notre regard. Nous devons faire une autre politique. Cette politique que nous devons faire, ça doit mettre la nation congolaise en avant que toute forme d'intérêt divergent. Moi, je crois que les politiciens qui n'ont pas tiré des leçons entrent dans une mauvaise école de la politique. En ce qui me concerne personnellement, je pense que cette liesse populaire que les Léopards ont apportée, ça doit nous interpeller pour que prochainement ce soit les politiciens qui puissent l'apporter au peuple congolais. D'accord. Je disais tout à l'heure que vous vous intéressez au football et vous vous organisez depuis 2 ans. Ça, c'est la 10e édition, un tournoi de cohésion nationale. Qu'en est-il? C'est un tournoi de cohésion nationale, mais dans la commune de Ngaliema. Vous savez, la cohésion nationale, par essence, a pour vocation de renforcer le vouloir vivre collectif. La RDC, notre pays, court constamment, depuis notre indépendance, un danger. Okay. Nous devons expliquer ça et continuer à expliquer aux gens l'intérêt de la cohésion nationale. Les Congolais gagneraient contre toutes les menaces auxquelles ils font face les jours que les Congolais vont intérioriser cette notion de la cohésion. L'autre, c'est un frère. Il peut être un adversaire, mais il reste un frère. Ça doit enlever la hantise, ça doit écarter certains termes de nos vocabulaires, tels que ennemi ou quoi que ce soit. Le vouloir vivre collectif, c'est de nous sentir avant tout Congolais et de contribuer seulement pour le bonheur du peuple congolais. Ce que j'ai pu observer par rapport au premier tournoi, que des jeunes qui se connaissaient, mais qui s'est passé comme ça, sans échanger, qui pouvaient se limiter à se dire bonjour. À cause de ce tournoi qui a duré 2 mois, qui les réunissait tous les dimanches, il y a des liens d'amitié qui se sont tissés. Il y a des liens, et c'est comme un peu avec nos 11 nationaux. Quand ils parlent seulement leur avenir en tant que jeunes, sans clivage politique.
Nous devons sortir un peu de cette case où nous pensons que la politique doit nous enfermer. Je suis PPR de l'autre IDPS, soit je suis Congolais, l'autre cesse des lettres et vice-versa. Non. Nous sommes avant tout frères et sœurs. Et les politiciens aujourd'hui doivent changer leur discours. Je pense que nous devons beaucoup plus prêcher ces discours. Et c'est un peu ce que les chefs de l'État, depuis un certain temps, essayent de faire comme étant son cheval de bataille, mais encore incompris. Mais nous devons continuer à relayer ces discours. D'accord, d'accord. Vous faites partie de la majorité présidentielle. Vous êtes d'ailleurs communicateur de cette plateforme. Dites-nous comment se porte la famille politique du chef de l'État. La famille politique du chef de l'État se porte bien. Oui. Elle se porte bien. Oui, mais depuis un certain temps, le débat sur la succession de Joseph Kabila passe comme un tabou au sein de cette plateforme qui a la liberté de réfléchir et de pouvoir communiquer naturellement. On a vu pendant un certain temps les caciques de cette plateforme parler sur la révision constitutionnelle et les référendums, mais pourquoi maintenant qu'on est passé à autre chose, ils ne nous renseignent pas sur la succession de Joseph Kabila? Déjà, ce n'est pas un tabou. Si c'était un tabou, il n'y aurait pas eu ces débats auxquels vous avez connaissance quand vous les dites. Nous sommes une famille politique qui doit respecter les règles de la démocratie. Et dans une démocratie, quelqu'un qui adhère dans une famille politique et une plateforme a d'abord son idéal au niveau de son parti politique, où le débat est ouvert. La discussion peut aussi être ouverte. Maintenant, le problème de la succession, vous savez, Madame Mawina, je vais me positionner par rapport à... J'ai vécu une grande partie de ma vie en France. Quand je suis arrivé à Paris, en France, j'ai connu François Mitterrand comme président. À 1995, il arrivait vers la fin de son mandat. Mais depuis 1993 jusqu'à 1995, je n'ai entendu aucun débat, pendant qu'il avait encore ses fonctions régaliennes à accomplir, sur sa succession. Je n'ai entendu aucun débat 2 ans avant, parce que je pense que le peuple français qui l'avait élu l'attendait beaucoup plus à autre chose. J'ai vu les mêmes situations avec le président Chirac. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais alors, moi, je crois qu'il y a un République démocratique du Congo. Très souvent, vous vous référez à la politique française quand ça vous arrange, mais quand cela vous donne vous exhorte sur la bonne marche de la politique ou la bonne gouvernance, ça vous criez au scandale. Je réponds aisément à votre question en disant que la politique comparée n'est pas le mimétisme. Lorsque vous appréciez quelque chose chez les voisins, vous ne prendrez que la partie qui est essentielle, la partie qui intéresse votre maison. Mais vous n'allez pas prendre tout ce qui est chez les voisins. Mais vous tenez compte quand même de votre électorat. Si votre électorat veut se préparer déjà moralement à connaître celui qui va succéder au chef de l'État, vous le renseignez là-dessus? Non, vous savez, parce que dans toutes les démocraties du monde, ces genres de discussions commencent d'abord dans des petits salons. Et quand c'est dans des petits salons, ça reste encore privé. Mais ça traîne quand même à 18 mois des élections prochaines. Non, moi, je crois que si vous dites que ça traîne à 18 mois plutôt, des prochaines échéances électorales dans notre pays, ça voudrait tout simplement dire que vous voudrez que 18 mois soient inscrits comme étant une année de campagne. Un délai plutôt de campagne. Et je pense que ça serait de causer du tort à un peuple qui attend beaucoup plus autre chose. Vous savez, le peuple congolais aujourd'hui se pose des questions sur Bokanga Lonjo. Sur la suite de Bokanga Lonjo, ils ont vu des images, qu'est-ce que cela va donner? Ils attendent Joseph Kabila ça. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a inauguré un navire. Le peuple congolais voudrait voir ce navire qui va quitter un point A vers un point B, quel sera l'impact? À 18 mois, c'est ce que le peuple congolais attend. Mais si à 18 mois, nous devons arrêter tout cela pour entrer maintenant dans une période de pré-campagne et de campagne, la Constitution déjà nous l'interdit. Mais en même temps, en dehors du fait que la Constitution nous l'interdise... On ne parle pas de campagne, ne fût-ce qu'annoncé. Non, mais il semble que Moïse Katumbi s'y prépare en vue de 2016. Qu'en est-il? Mais les ambitions sont ouvertes, il n'est pas le seul, si c'est le cas. Je ne l'ai jamais entendu dire, en tout cas de sa bouche, je n'ai pas encore entendu une déclaration publique qui puisse lui se prononcer pour 2016. Mais qu'à cela ne tienne, à supposer que cela a été le cas, dans une démocratie, on ne peut empêcher à personne d'afficher ses ambitions. Notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est que vous parlez du président Joseph Kabila. Vous ne parlez pas d'autres personnes qui envieraient son fauteuil. Le président Joseph Kabila devrait-il, à 18 mois de la fin de son mandat, devrait-il entrer dans une matière qui va maintenant faire que la majorité entre dans une période de pré-campagne? Parce que parler d'un successeur, c'est entrer dans une pré-campagne
directement d'abord fermée au début et ouverte après. Ça distrait les travaux qui restent à accomplir. C'est pourquoi je suis en train de vous dire... Mais on comprend déjà que Joseph Kabila va céder son fauteuil, parce que vu que les plateformes telles que Kabila Désir et autres sont devenues aphones. Non, il faut juste comprendre une chose, c'est que la RDC n'est pas un royaume. La RDC n'est pas un empire non plus. La succession du pouvoir d'un président qui arrive par exemple à l'expiration des mandats au profit d'un autre président, se passe par des mécanismes institutionnels. Ce n'est pas que j'étais président. Dans ces cas, c'est moi qui vais désigner celui qui sera président. Il y a des mécanismes qui sont mis en place qui dépassent la simple volonté de la personne. Donc c'est ce que vous devez comprendre, Madame Wawina. Donc n'amenons pas les débats. Les peuples congolais, bon, vous savez, il y a une certaine frange des politiciens congolais, l'opposition, qui sont dans un exercice où ils veulent d'abord distraire la nation et amener les peuples congolais dans une formule qui quelquefois me fait rire. Vous savez, ce matin encore, c'était sur WhatsApp, je vois des gens qui ont créé plusieurs groupes de discussion et ils m'ont pourri un peu les oreilles parce que, bon, comme par hasard, je ne sais pas quel mécanisme, je me suis retrouvé dans les groupes de discussion dans WhatsApp. Ça décharge régulièrement mon portable. Mais que voulez-vous faire? Les débats politiques étant comme il est, nous devons aussi essayer de répondre quelquefois. Alors, ils nous parlent des mécanismes d'alternance. Pour eux, le mot alternative qu'on n'est pas. 2016, alternance, alternance, alternance. C'est-à-dire, à la rigueur, ils ont envie de dire qu'en 2016, que la majorité ne présente pas de candidats. Peut-être c'est ce qu'ils voulaient dire. Oui, mais justement, c'est la classe politique qui ne communique pas suffisamment. Vous ne vulgarisez pas. Si vous ne voulez pas annoncer le successeur de Kabila, comment ceux qui sont naïfs, qui ne savent vraiment pas qu'est-ce que c'est alterner, comment sauront-ils que la majorité présidentielle a aussi un candidat pour les prochaines échéances? On va rapidement passer à l'arrivée de Rousfengol ici à Kinshasa. La RDC n'est pas un royaume. Pour parler des successeurs, je vous ai dit ceci, que la personne qui sera président de la République démocratique du Congo, après Joseph Kabila, cette personne-là, bien entendu, entrera en présidence ou bien dans ses fonctions par des mécanismes institutionnels prévus par les lois de la République et la Constitution. D'accord, on comprend. On va attendre l'annonce du Congrès. C'est par là qu'on annoncera vous anticipez les choses. Le prochain. Vous anticipez les choses. Mais gouverner, c'est prévoir. Vous devriez en principe prévoir cela. Hein. Mais je vous ai dit que les discussions commencent dans les petits salons. Maintenant, permettez aux gens d'avoir aussi leur confidence. D'accord. D'accord. On prend notre mal en patience. Je vous en prie. On va parler des élections. Rousfengol est à Kinshasa. À chaque fois qu'il passe à Kinshasa, il ne cesse de rappeler sur le respect de la Constitution, mais aussi sur la publication du calendrier global des élections générales. Alors, vous pensez qu'il est fait de son propre gré? Non, vous savez... vous pouvez avoir un ami dans la vie qui vous dit de très bonnes choses, à force de les répéter, et à force de les dire à tout moment, même quand il ne faut pas les dire, on est en droit de se poser des questions. Quelle est la motivation? C'est la question qu'il faut se poser. La répétition est la mère de la science. Non, je suis en train de vous dire ceci. La répétition est la mère de la science, c'est lorsque la répétition est nécessaire. Lorsque, par contre, vous êtes dans un schéma, vous savez, en RDC, aucun Congolais n'a attendu Rousfengol pour entrer dans un schéma de construction de la démocratie dans notre pays. Il n'était pas dans notre pays en 2003, lorsqu'il y a eu 1+4. Il n'était pas dans notre pays en 2006, lorsqu'il y a eu les premières élections. Il n'était pas là en 2011. Il n'était pas là lors des concertations nationales. Parce qu'il n'était pas aux affaires. Non, je suis tenté, mais c'est pourquoi je vous dis qu'il n'était pas là. Ça veut dire quoi? J'ai toujours été opposé à l'idée, et certaines personnes, certains Congolais conçoivent les choses même de cette manière, c'est malheureux, que les gens se font, certains fonctionnaires internationaux, quand ils viennent chez nous, après 2 ans d'exercice de leurs fonctions, ils connaissent toutes les réalités congolaises ou même de la région, au point où ils se disent experts de la région. Experts de la région plus que Magic Wawina, experts de la région plus que tout autre Congolais. Et nous leur donnons facilement ces prestiges. Ils viennent, ils se disent que non, ils connaissent la région. Rousfengol ne connaît pas les problèmes congolais, permettez-moi de vous le dire, il ne connaît pas les réalités congolaises, en tout cas mieux que ma fille qui a à peine 14 ans, je ne parle de la dernière. Il ne les connaît pas. Ma fille connaît plus les réalités congolaises que lui. Alors, moi je pense que ce qu'il devait faire, c'est de venir conseiller comme il est fait, et que,
constater l'évolution des choses, comme nous essayons d'évoluer, et à un certain moment encadrer ce qui s'est fait déjà, au lieu de venir dire des choses comme si rien n'est fait. Et ça devient un peu de l'agacement. Maintenant, aux États-Unis d'Amérique, son pays d'où il vient. Ça veut dire que vous voulez entendre ce que vous avez envie d'entendre? Je ne dis pas qu'on a envie d'entendre. Je vous dis qu'un ami qui vous conseille, ok, une fois. Moi, je dirais que Madame Owina, je ne connais pas votre vie, mais je sais qu'en tant que femme, en tant que femme, vous n'aimerez pas qu'on vous répète 10 fois les mêmes choses. Vous allez vous plaindre. Mais quand il parle de la publication du calendrier global, c'est pas une répétition en vain, parce que déjà, quand la communauté, puisque nous parlons également de la communauté internationale qui conditionne les financements des élections générales, par rapport à la publication du calendrier global. On va dire comme ça que la RDC continue à être dépendante de cette communauté internationale. Maintenant, je vais être très à l'aise pour vous dire que je parle de la dernière, ma fille qui a 14 ans, parce que c'est la dernière. Si vous lui posez la question, elle vous dira qu'en 2006... Mais la question, on vous la pose à vous, répondez directement. C'est ce que je vous dis. Elle vous dira qu'en 2006... nous avons organisé les premières élections de notre pays sans la publication du calendrier global. Voilà ce qu'elle vous dira. N'importe quel autre Congolais vous dira qu'en 2011, nous avons organisé les élections sans la publication du calendrier global. Mais est-ce que c'était des bonnes élections? N'est-ce pas que c'était des élections déplorables? Écoutez, maintenant, si ce que vous dites est vrai, moi je pense que ça ne rime à rien par rapport à la publication du calendrier global. Il ne faut pas lier les deux. Il ne faut pas dire que les bonnes élections sont assujetties à la publication. Maintenant, je n'ai pas encore fini de répondre à votre question. Je n'ai pas encore publié le calendrier global. C'est une bonne chose. Qui dira que ce soit une mauvaise chose? J'ai dit que les 2 premières élections que nous avons organisées dans notre pays n'ont pas publié le calendrier global. On a malgré tout organisé ces élections. Maintenant, pour publier le calendrier global, c'est une bonne chose, mais qu'on laisse aux gens. Parce que vous savez qu'elle veut dire publier le calendrier global. Ça voudrait dire qu'il reste 18 mois. Pendant ces 18 mois, nous devons organiser, les élections locales. Il faut les publier. Peut-être c'est ce qu'aussi, Rhys Fengol aussi comprendrait par publier le calendrier global. Je ne pense pas qu'il ne parle que de la présidentielle. Nous devons organiser les élections provinciales, des assemblées provinciales. Toujours pendant ces 18 mois, nous devons organiser les élections des gouverneurs des provinces. Nous devons organiser les élections des sénateurs. Nous devons organiser les élections législatives, c'est-à-dire de la Chambre basse du Parlement, et aussi l'élection présidentielle. Donc nous avons 6 étages d'élections à organiser dans une période relativement courte. Alors maintenant, les calendriers, faudrait-il aujourd'hui que les membres responsables de la CENI entrent en conclave? Ils n'ont pas encore toute la lecture possible de ces financements, de ces différents financements pour organiser tout cela. Ils n'ont pas encore la lecture complète de tous les différents enjeux. Et qui vont venir dire que directement nous publions un calendrier irréaliste. Mais ça fait quand même près d'un an qu'on demande la publication de ce calendrier global. Alors, que dites-vous du fait que l'opposition politique congolaise entre en jeu en disant qu'ils vont organiser une série de marches pour faire pression à la CENI afin de publier ce fameux calendrier global? Moi, je ne suis pas comptable des actions de l'opposition. L'opposition, dans une démocratie, fait ce qu'elle estime nécessaire à faire comme action politique. Je ne peux pas être comptable de les actions. Je n'ai pas vocation aussi de dire à l'opposition ce qu'elle doit faire. Moi, j'attends d'une chose de la part de l'opposition. Ce que j'attends, c'est de savoir le courage que l'opposition aura plutôt de nous dire qui sera son candidat en 2016. Seront-ils encore, comme on a vu en 2011? Ils devaient peut-être éclairer les peuples congolais aussi là-dessus. Ou ils vont encore partir en ordre dispersé. Parce que vous savez, on a l'habitude, avec cette opposition, c'est de faire front ensemble. Mais lorsque les enjeux seront assez clairs, c'est que l'opposition s'éclate aussi. Nous attendons ces moments-là. Aujourd'hui, ils sont dans d'autres discours, mais nous sommes sereins. Parce que nous savons que les moments venus, quand les jeux seront assez clairs, nous savons ce que l'IDPS dira de M. Kamere, nous savons ce que M. Kamere dira de l'IDPS ou de Tshisekedi. Nous savons à peu près parce que... Oui, mais dites-moi pourquoi cette commission électorale nationale indépendante qui reste indépendante est tout le temps défendue par la MP. Pourquoi la MP elle-même ne cherche pas à savoir comment et pourquoi ce calendrier tarde-t-il à être publié? Je crois qu'à un certain moment, nous devons clarifier certaines prises de position. Lorsque une institution d'appui à la démocratie, une institution de la République,
est mise en cause de façon injuste par un fonctionnaire international qui n'est pas congolais, moi je pense que si je suis patriote, je n'ai pas besoin d'être membre de la CENI. Je n'ai pas besoin d'être un chargé de communication de la CENI. J'ai pour responsabilité, c'est d'appuyer les institutions de la République. Mais c'est l'impression que vous laissez, c'est l'impression que vous... Mais en tout cas, si vous dites que la MP est tout le temps en train de défendre... nous ne défendons pas la CENI. Vous savez, la CENI a ses propres chargés de communication et des gens qui parlent pour elle. Alors, qui n'ont pas le temps de faire leur travail parce que vous faites à leur place. Non, c'est une institution de la République. De la même manière qu'il nous est arrivé plusieurs fois. Vous savez, lorsque nous avons eu affaire au déplacement de notre papa, de l'IDPS, le président Étienne Tshisekedi, pour ses soins, en qualité d'ancien Premier ministre. Vous, c'est-à-dire? Non, nous, c'est-à-dire, je parle de moi, déjà de moi, nous avons été parmi les gens qui ont appuyé que le gouvernement, mais nous, Congolais, c'est la majorité, comme vous le dites. Parce que nous devons respecter les institutions. C'est un ancien Premier ministre de ces pays. Alors, on comprend clairement que c'est le gouvernement qui avait organisé le transfert de... Je ne sais pas si vous l'avez entendu dire oui, mais parlez-nous, allez, je vous dis que éclairez notre lanterne, parce que c'était quand même aussi un débat à un moment donné. Mes propos sont assez clairs. Je dis ceci, il y a des prises de position que tout le monde peut vérifier, que nous avons sollicité l'implication et le gouvernement. Maintenant, le gouvernement n'est pas venu nous voir pour nous dire si elle a fait suite à notre demande ou pas. Mais en tant qu'un ancien Premier ministre de la République, il a droit à certains traitements. C'est comme aussi le vieux Bomboko. Quand il est mort, je pense qu'en tant qu'un ancien, par rapport au rang qu'il avait occupé, ministre des Affaires étrangères, mais qui avait un autre prestige, je pense que nous étions aussi là en tant que patriarches. Ce sont des gens qui sont des pères aussi de notre indépendance. Voilà, donc appuyer les institutions. Madame, aujourd'hui ou demain, s'il y a une situation quelconque pour un ancien président de l'Assemblée nationale tel que M. Kamer, nous serons là pour les défendre. Ça ne fera pas de moi membre de l'IDPS. Voilà. De l'UNC. Non, ça ne fera pas de moi membre de l'INC. Merci beaucoup. Ok, mais je parlais de la communauté internationale qui insiste sur l'application du calendrier global, je parlais de l'opposition congolaise. Maintenant, je vous parle de parti lumumbiste unifié qui exige lui aussi, qui d'ailleurs l'a dit clairement qu'il voudrait que les élections soient organisées dans un délai constitutionnel. Alors, va-t-on l'en vouloir pour cela? Alors, on sait tous que c'est un allié de l'AMP. Mais... Madame Mawina, j'ai mes poumons de les répéter ici. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir le calendrier global. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Mais pourquoi par rapport à cela? Mais je vous ai dit que je vous ai parlé de 6 étages d'élections à organiser. Le calendrier doit être réaliste. Les gens doivent travailler avec méthode et dans la sérénité. Nous sommes en plein puisque publier le calendrier global ne voudrait pas dire de publier les mêmes jours. Ce n'est pas ça, comme ça nous le comprenons. Publier le calendrier global. Oui, mais vous êtes mal placé pour parler de ces étapes des élections. Vous avez dit que la CENI a des porte-paroles, ils vont le faire. Moi, je vous pose la question, est-ce qu'on va en vouloir au Palou de pouvoir insister sur le délai constitutionnel en ce qui concerne l'organisation des élections? Alors, on constate déjà que l'AMP demande au Palou de pouvoir s'exprimer sur sa position actuelle. Non, je crois qu'il y a une chose que nous devons quand même considérer et comprendre. C'est que si les autres ont les droits de dire des choses contre la CENI, nous pouvons aussi avoir les droits, au moins, de dire aussi des choses pour la CENI. C'est un peu ça, aussi la vie de la nation. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on critique la CENI, que ce soit normal, et lorsqu'on défend la CENI en tant qu'institution de la République, ça devient anormal. Il n'y a aucun péché connu par Dieu qui existe dans la Bible, que lorsqu'on appuie les institutions de la République, on pêche contre la République. Ça n'existe pas. Alors, la même tribune que vous pourriez accorder, ou la compréhension que vous pourriez accorder à ceux-là qui critiquent la CENI, permettez, comme nous sommes dans une démocratie, aussi la même compréhension à ceux-là qui peuvent la défendre. Maintenant, si je commence maintenant à révéler le contenu du travail de la CENI, là, je deviens son porte-parole. Je ne suis pas porte-parole de la CENI. Mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question? C'est celle de savoir, le parti lumumbiste unifié qui
s'est prononcé sur le délai constitutionnel en ce qui concerne les organisations d'élections. On a l'impression qu'on va l'en vouloir parce qu'en même temps, la MP demande à ce dernier de pouvoir s'exprimer sur sa position actuelle. Et pourquoi? Non, mais vous savez, vous êtes une famille politique. Je vous ai dit ceci. Excusez-moi. Je pense vous avoir dit qu'il y a des tractations qui commencent dans les familles politiques, dans des petits salons, parce qu'il y a aussi des procédés à suivre. Ce n'est un secret pour aucun Congolais, parce que vous m'avez même posé certaines questions impliquant certaines personnalités. Ce n'est un secret pour aucun Congolais que dans l'opposition, à un certain moment, je pense que vous m'avez récit dernièrement, il y a eu des clashs entre par exemple Martin Fayulu et M. Kamere, et que chacun pouvait demander à l'autre de clarifier sa position, comme aussi il peut y avoir des clashs dans la majorité, parce que la majorité doit avoir une politique commune, une prise de position commune. Lorsque vous êtes dans une direction, nous vivons dans un régime où il y a ce qu'on appelle discipline des partis. Lorsque vous êtes dans une direction qui est générale, vous sortez de cette direction, je pense qu'il est important de clarifier votre position. Maintenant, demander à quelqu'un de clarifier sa position n'est pas lui en vouloir. C'est seulement de savoir si c'est un allié avec qui vous pouvez continuer à avancer ou pas. Parce que nous parlons d'un gouvernement de cohésion nationale où les Palous occupent, par exemple, a les postes de vice-premier ministre, pas de n'importe quel ministère. Vous comprenez? Alors, il est important que lorsque un parti ou lorsqu'une plateforme a gagné aux élections et que nous gérons la République, nous devons savoir de quelle manière nous devons les gérer. Alors, on va comprendre par là pourquoi la MP est en train de crier haut et fort que la CENI est en train de subir de pression. Vous pensez par là que la CENI est victime de toutes ces personnes qui la citent à pouvoir organiser l'élection dans les délais constitutionnels et à avant tout publier ce calendrier électoral. Vous savez, notre Constitution donne la réponse à votre question. Elle appelle la CENI comme étant une institution indépendante d'appui à la démocratie. Vous parlez français et vous savez ce que veut dire institution indépendante. Que les Congolais réfléchissent. Lorsque on doit commencer à subir des injonctions, parce que nous ne sommes plus dans l'étape des conseils ou des orientations. Entendre des risques Fengol et entendre plusieurs personnes, ce sont maintenant des injonctions qu'on donne à une institution qui est censée être indépendante. Aux Congolais de se poser des questions. Est-ce que peut-on encore parler de l'indépendance de la CENI dans le contexte actuel des choses ou non? Pourquoi? Parce que dans les bureaux de la CENI, tout le monde, presque pratiquement toutes les grandes plateformes politiques sont représentées. Ils sont représentés dedans. Maintenant, le problème, c'est que nous observons dans ces pays, on l'a vu récemment avec les MLC. Nous sommes avec vous dans l'opposition parce que vous n'allez pas au gouvernement, même si c'est un gouvernement de cohésion nationale. Quand vous allez au gouvernement, il y a des positionnements personnels où on veut exclure tout le monde. Nous, l'INC, nous vous envoyons à la CENI, mais quand vous êtes à l'intérieur de la CENI, il y a des gens qui disent que vous n'êtes plus avec nous. C'est un problème de positionnement personnel et ça ne fait pas avancer un pays. Mais alors, respectons un peu, faisons la politique des règles et la politique avec un idéal. D'accord, d'accord. On a l'impression que le délai est tellement court et la CENI se complique à publier ce calendrier global. Mais pourquoi on ne dit pas la vérité au peuple congolais? Et si cela était le cas, est-ce que le dialogue entre Congolais est-il le bienvenu? On sait également que la famille politique du chef d'État est ouverte au dialogue, mais est-ce que est-il le bienvenu sous ce format qui est demandé, celui de la résolution 2088 du Conseil de l'ONU, et aussi par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba? Vous savez, pour parler de dialogue, je vais répondre à votre question, mais très rapidement, je vais essayer un peu de balayer certains arguments, de rencontrer certains arguments que nous entendons par gauche et à droite. Je pourrais les comprendre parce que vous êtes journaliste, vous pouvez faire ces investigations. L'accord d'Addis Abeba n'est pas tombé du ciel. On l'a négocié. Il y a eu des tractations. Il y a eu un travail qui a été fait. Permettez-moi de répondre à votre question. Allez-y. Je vous dis, Madame Mawina, quand on les négociait, des gens aujourd'hui qui font allusion à cet accord, ils n'étaient pas avec nous, ils nous critiquaient. Ils nous ont demandé la voie des Congo-Brazzaville pour aller chez l'Air Sassou. L'Air Sassou, vous comprenez? Nous avons emprunté les chemins d'accord d'Addis Abeba. Non, c'est comme ça qu'ils nous l'ont présenté, en tout cas pendant un moment. Nous sommes allés
Maintenant, il devait avoir un peu d'humilité pour venir voir les gens qui ont travaillé sur un projet pour qu'il leur explique quel a été l'esprit, au lieu de commencer à les présenter tel qu'il n'est pas. Puisque l'accord d'Addis Abeba n'était qu'un cheminement pour aboutir à la résolution 2098. Donc, ça a été signé à l'unanimité au niveau du Conseil de sécurité, membres permanents comme non permanents, dont le Rwanda était aussi signataire. Vous savez ce qui était dit dans ces pays. Vous savez comment est-ce que nous avons été critiqués par rapport à cela. Aujourd'hui encore, les gens reviennent sur ça, avec un format qui n'est pas celui que nous avons négocié. Quand on fait de la politique, on doit être cohérent. Hier, ils ont contesté, ils n'avaient pas de matière, qu'ils viennent nous voir, on leur expliquera l'esprit. Maintenant, pour venir, en ce qui concerne les dialogues à l'état pur, les dialogues à l'état pur, Madame Wawina, n'est pas dialoguer en politique et criminel. Un politicien ne ferme jamais la porte au dialogue. À tout moment, crise ou pas. En pleine période, au fait de la guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et l'ex-IRSS, ils ont gardé leurs ambassades respectives. Malgré tout ce qu'on décriait, malgré tout ce qu'on déclarait, malgré des communiqués interposés qui étaient... Parce que dans la politique, il faut toujours garder un cadre de dialogue. Et les chefs de l'État, aucun Congolais digne de ce nom pourra dire que le chef de l'État ou le président Joseph Kabila ne soit pas un homme de dialogue. Non. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a toujours sa politique de main tendue. Si aujourd'hui, pour X raisons, la vie de la nation s'est compliquée, ou même ne se compliquait pas, mais que les politiciens estimaient nécessaire de créer un cadre de dialogue, il faut que ce soit pour faire avancer la République, non pas pour faire reculer la République. Tout dialogue plutôt fait avancer un État lorsqu'il est fait de bonne foi. Et moi, je dis ceci, que je peux que saluer tout Congolais qui comprendrait même l'essence de la cohésion nationale, puisque on ne peut pas atteindre la cohésion nationale dans un État sans aussi renforcer l'esprit de dialogue entre hommes politiques ou entre Congolais. Voilà l'état d'esprit que j'ai. C'est vrai, je dis qu'on ne peut que les saluer, mais pas comme ils essayent de nous les présenter, comme ils les comprennent. D'accord, d'accord. On va parler de retour des SMS et des réseaux sociaux. Finalement, les Congolais peuvent chatter comme ils veulent, mais comment est-ce que le gouvernement congolais compte-t-il indemniser les perdants dans cette situation, c'est-à-dire les opérateurs économiques, par exemple? Moi, je crois que des mesures exceptionnelles d'ordre sécuritaire, quand elles sont prises partout au monde, moi, je crois que ça donne lieu à ce que tout le monde participe. Parce que vous savez, participer veut tout simplement dire quoi? C'était une mesure exceptionnelle. Un cas similaire s'est déjà produit quelque part. Pouvez-vous nous en donner un exemple? Je réponds à votre question. On ne parlerait pas des cas similaires, je parlerai... Les cas similaires, nous parlons des réseaux sociaux, nous parlons par exemple d'Internet. Mais vous savez, lorsque dans un État, il y a par exemple... je vais parler par exemple en matière de terrorisme aux États-Unis d'Amérique. Le 11 septembre, il y a eu des avions, par exemple, qui ont fracassé les 2 tours jumelles. Il y a eu des conséquences énormes qui avaient touché même certains opérateurs aussi, parce que c'était aussi un manque à gagner, pratiquement dans plusieurs tissus de la République. Je ne veux pas dire que le gouvernement qui avait mis en place les mécanismes d'indemnisation. On comprend par là que c'est une concession que doivent faire les uns et les autres par rapport à cette situation. La paix permet à tout le monde de fonctionner. Or, la situation que nous avons frôlée dans notre pays, c'est une situation que certains, ceux qui en étaient les auteurs, ont cherché tout simplement à ce que ça brûle à la maison. La RDC a déjà brûlé et plusieurs fois. La RDC aujourd'hui doit se construire. La RDC n'a plus besoin de se brûler. Parce que si nous devons nous brûler, et cela peut se vérifier par les actes que nous avons pu déplorer, ces actes-là n'ont pas construit, ces actes-là ont détruit. Et si cela devait se poursuivre, c'était tout le pays qui serait détruit. D'accord. Est-ce qu'on va dire comme ça que l'État congolais a pris maintenant des dispositions pour que pareille situation ne revienne plus, même quand il s'agit de régulariser la situation sécuritaire pour ne plus préjudicier les opérateurs économiques, mais aussi la population congolaise? Non, mais moi je crois que... Si oui, comment? Non, je crois que d'abord, la population congolaise devrait d'abord elle-même être consciente, prendre ses responsabilités. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est assis chez lui devant son clavier, on ne pourra pas lui demander le comportement adopté, les genres de choses qu'il faut publier. Mais vous savez une chose,
le journal Le Monde, l'édition du 26 janvier 2015. Ce journal-là, Le Monde, a pratiquement fait un mea culpa et a écrit quelque chose d'assez grave dans la vie d'une nation. Le journal Le Monde reconnaît qu'en allant dans les réseaux sociaux des Congolais par rapport aux événements du 19, 20 et 21 janvier, il a pu récupérer des éléments qu'il avait lui publiés en tant que journal pour se rendre compte par après que c'était des événements depuis là, à Brazzaville, c'était des événements du Venezuela, c'était les événements du Burkina Faso. Mais on ne va pas dire que par rapport à ça, il ne s'est rien passé à Kinshasa ce jour-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé. Je pense que si les gens publient autre chose, c'est qu'ils attendaient en termes de gravité d'actes posés, ils n'ont pas eu. Parce que s'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, ils allaient poster des images réelles. Or, ce n'est pas moi, Madame Wawina, je vous parle du journal Le Monde. Vous êtes journaliste et si vous contestez la crédibilité du journal Le Monde, libre à vous. Mais moi, je vous dis que c'est le journal Le Monde. Ce n'est pas l'humble Papi Tambassi, votre Pato qui le dit. Ce qui s'est passé, il y a eu des gens qui attendaient pire que ça. N'ayant pas obtenu ce qu'ils attendaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez n'ayant pas encore obtenu, parce que la situation d'Internet s'est rétablie il y a peu, on ne sait pas ce qui va se passer entre-temps. Non, l'Internet, on n'a pas coupé l'Internet parce que l'Internet a servi à faire ce qui s'est passé, non. C'est parce que l'Internet a contribué, une fois que les événements se sont passés, à diffuser de fausses informations pour les pays. Voilà la nuance. Il ne faut pas dire parce qu'on rétablit l'Internet et que ça ne s'est pas... Et que non, les gens on va dire qu'il est temps de réglementer ces secteurs. Moi, je crois que là, je vais lancer l'appel, par exemple, aux députés. Dans notre pays, nous avons une absence totale des lois sur la cybercriminalité. Moi, je crois qu'il faut commencer par donner d'abord un cadre juridique. En France, il vient de voter une loi il n'y a pas longtemps en matière de terrorisme par rapport aux réseaux sociaux. Le ministre des Affaires et de l'Intérieur n'a plus besoin, même pour bloquer certains comptes, n'a plus besoin de recourir à une décision de justice. Par rapport aux événements de Charlie Hebdo, les faits précédant la droit, la législation devait suivre. Parce que nous ne sommes pas un État où il doit y avoir des abus. Il faudrait maintenant que tout soit encadré parfaitement par la loi. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, Madame Wawina, que nous devons avoir, nous Congolais, un comportement un peu conséquent. Ce n'est pas gloriole de présenter les images, de montrer les policiers tués, alors qu'ils n'étaient pas tués. Vous montez une image pour montrer que le palais du peuple est assiégé alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas glorieux tout cela. Comme aussi ce n'est pas glorieux de voir qu'il puisse y avoir un seul Congolais, je ne dirais pas mourir, mais être blessé. Nous ne devons pas faire du malheur du peuple congolais un fonds de commerce. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, même une simple égratignure du Congolais, j'en ai pas besoin. Je ne vais pas voir le sang des Congolais couler. Nous sommes dans un processus de démocratisation de nos institutions où je pense que les règles du jeu sont définies par la Constitution. J'accepterai tout politicien, comme le Sénat a fait preuve d'une certaine maturité, la chambre basse, l'opposition aussi existe aussi au Sénat. Mais au niveau de la chambre basse, ils ont préféré crier que de dire ce qu'ils pouvaient dire. Une loi pourrait venir la majorité, comme elle peut venir l'opposition, mais lorsque cette loi-là est envoyée au Parlement, ça devient la loi de la République, où les gens doivent se dépasser par rapport à leur famille politique pour en débattre. Okay. Nous avons assisté au débat au Sénat. Les débats pouvaient commencer par la chambre basse. Des gens qui avaient des choses à dire, ils les disent lorsqu'ils prennent la bouche, ils ne les disent pas lorsqu'ils crient ou lorsqu'ils sautent. C'est un comportement irresponsable. Si dans l'avenir, si d'aventure, il y aurait, par exemple, des mésententes ou même des désaccords par rapport à un dispositif de la loi, députés, la majorité ou l'opposition, qu'ils utilisent leur cerveau et leur bouche. Ils ont été élus pour ça. Moi, je pense qu'ils vont faire plus de bien à la République que de commencer à acheter des sifflets, commencer à sauter, commencer maintenant à gesticuler, commencer même à insulter, commencer à faire certaines pratiques qui ce n'est pas un comportement honorable. Ce n'est pas un comportement honorable. Nous les appelons des honorables députés. Ok. Ok, on va parler rapidement de la sécurité à l'est du pays. La traque contre les FDLR ont été déjà lancées et les FARDC sont
à l'œuvre pour ça, mais on constate quand même qu'il y a mésentente actuellement entre la MONUSCO et le gouvernement congolais parce que la MONUSCO est en train de déplorer la présence de 2 généraux qui combattent contre les FDLR alors qu'ils sont présumés, je préfère lire, ils sont, à cause de leur complicité présumée, dans des graves violations de droits de l'homme. Alors on va dire qu'il s'agit là d'un défi qu'on lance contre la MONUSCO. Madame Awina, il y a une chose qui me choque en tant que Congolais. J'ai encore en mémoire la date du 6 avril 1994. Le 6 avril 1994, il se passe des événements au Rwanda. Certes, des pays frontaliers, mais ça se passe au Rwanda. Aucun Congolais n'a traversé la République démocratique du Congo pour aller tuer un Tutsi ou un Hutu au Rwanda. Les Tutsis se sont entretués avec les Hutus. Les chiffres, contestés ou pas, mais parlent de plus de 800 000 morts. Mais vous savez, un jour, l'ONU, ou demande à la RDC, c'est la demande d'un président de la République, d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité ayant droit de veto, d'ouvrir les frontières pour que nous puissions parler des FDLR chez nous. 20 ans après, ils n'ont pas réussi à l'éradiquer par rapport à tous ces épisodes. Ils viennent nous donner des leçons de morale. Vous savez, la fierté d'un peuple... Mais vous les éradiquez pas de n'importe quelle manière. Et cet ultimatum qui est lancé jusqu'au 13 février pour que ces 2 généraux soient retirés de l'équipe qui combattent contre les FDLR. Alors, je ne sais pas si... La MONUSCO pose comme condition de se retirer si ceux-là ne sont pas retirés. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils le font? Vous serez fiers, ou les Congolais seraient fiers, de voir notre gentil pays subir quotidiennement des sortes des ultimatums, tout simplement parce que nous demandons qu'une chose, c'est de rétablir la paix dans notre pays. Mais vous ne le rétablissez pas de n'importe quelle manière. Personne n'est contre ce rétablissement de la paix, mais pas de n'importe quelle manière, pas avec des gens qui sont présumés complices. Madame Awina, vous savez, quand déjà vous dites vous-même que des gens sont présumés complices, vous parlez de la présomption d'innocence, vous ne parlez pas de la culpabilité. Rien que pas dans l'air communiqué. Mais pourquoi ne pas clarifier la situation avant de continuer? Ce qui clarifie, y aurait-il un dossier judiciaire qui enlève la présomption, il y a eu des condamnations? Sinon c'est simple. C'est simple, je ne parlerai pas dans votre émission parce qu'on dirait que je serais présumé violeur alors que je n'ai jamais violé personne de ma vie. Donc, sortons un peu de cette case. Moi, j'en appelle un peu au bon sentiment des Congolais. Nous sommes pratiquement à la fin, M. Tamba. C'est choquant. Je veux avoir votre réponse sous cet ultimatum qui est lancé à la RDC jusqu'au 13 février pour que ces 2 généraux soient retirés de l'équipe. Vous savez... Sinon, la MONUSCO se retirera. Vous savez, de 1994 jusqu'à ces jours... Soyez bref, parce que nous sommes vraiment à la fin. C'est pourquoi je réponds aussi en disant que notre pays a fait preuve de la détermination pour que nous puissions bouter les forces rebelles de notre territoire. Nous avons réussi ces paris avec les M23, nous les réussirons avec les FDLR. Avec ou sans la MONUSCO? J'ai dit que nous les réussirons. Maintenant, la MONUSCO comprendrait quelle est sa mission dans notre pays. Comme la MONUSCO ne va pas s'ériger en tribunal, la MONUSCO va constater tout simplement que les termes présumés ne voudraient tout simplement dire être coupable. Et la MONUSCO reviendra au meilleur sentiment, du moins je l'espère. D'accord. Monsieur Papi Tamba, merci, Madame merci beaucoup, vous avez toujours été disponible, merci beaucoup. Merci je suis aussi, un serviteur de la République. Merci aussi, merci. Merci aussi à vous pour votre fidélité à cette émission. Je vous retrouve le mardi prochain avec un nouvel invité et des nouvelles questions d'actualité. Mais entre-temps, si vous avez pris cette émission en cours, elle reviendra demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h. Prenez bien soin de vous et surtout restez avec nous sur Bio1 Télévision.